Amis du petit plateau, bonjour, bienvenue. Nouvel épisode spécial consacré au cyclisme italien. Et oui, ce sont les Strade Bianche ce week-end, donc c'est l'occasion évidemment de refaire un petit peu le tour de ce qui se passe dans la botte. Et pour en parler, eh bien, comme chaque épisode, on accueille évidemment Alexis et Damien. Salut les copains. Salut. Salut. Mais on a aussi l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui. Il s'agit d'Enzo. Salut Enzo. Excusez-moi, mais je me permets déjà de vous couper. Je peux me faire un petit kiff? Vas-y. Vas-y. Allez, ça va, c'est parti. Bien écoutez, pour ce numéro spécial le cyclisme italien, quoi de mieux que d'avoir comme invité le grand spécialiste du cyclisme italien, hein, Eurosport en a parlé comme ça encore cet après-midi, l'a cité comme spécialiste de ce cyclisme transalpin qu'on aime tant. Il connaît tout sur le cyclisme italien, il peut vous réciter le nom de tous les cyclistes professionnels italiens par ordre alphabétique inversé. Il peut de tête vous donner tous les résultats des cyclistes qui ont un beau-frère dont un ami est italien. Je parle bien sûr du grand Enzo, alias Analyste Phoenix. C'est bien ça, Enzo, j'ai bon. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Alors c'est très Non, gentil, c'était... mais là tu me fais une réputation qui est pas qui est assez loin de la réalité, hein, honnêtement, c'est Mais on voit pas, j'ai c'était, pas la tu as cam, bien mais compris je pour suis le... tout rouge. Ouais, tu as bien compris, c'était un petit clin d'œil pour Vincent, bien entendu, du coup tordu, où tu Oui, officies tout le temps ouais, oui. avec Thibaut également. Il faudra qu'on se fasse un petit truc ensemble d'ailleurs, Avec, assez rapidement. Bah, avec écoutez, non, plaisir. super content d'être avec vous. Je tenais à m'excuser publiquement aussi. Cet épisode aurait dû être enregistré il y a une semaine, mais à cause de moi, ça n'a pas pu être le cas. Donc, Pas de pardon à tous souci. vos auditeurs qui attendaient peut-être, un épisode un peu plus Impatiemment. tôt. Donc c'est ma faute. J'espère que qu'on va se rattraper aujourd'hui et proposer quelque chose de qualité et j'ai aucun doute là-dessus. Oui, et puis comme ça, on va coller en plus à l'actualité avec les Strade Bianche qui vont démarrer ce week-end. Mais justement, avant d'en parler, on va peut-être faire un petit focus d'abord justement sur ce cyclisme italien que tu aimes tant, que tu connais si bien, et qu'on a l'impression peut-être un petit peu de notre côté de redécouvrir aussi. Peut-être pour, directement rentrer dans le vif du sujet, est-ce que on a raison selon toi de parler aujourd'hui d'une sorte de renaissance, de ce cyclisme italien? Alors renaissance, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un vrai déclin. On a une sorte de, comment dire? De trou générationnel entre Nibali et aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu absolument personne entre-temps capable de ramener des résultats. On a bien sûr Colbrelli qui a été champion d'Europe et qui a gagné Paris-Roubaix, Trentin qui a fait, de bons résultats sur les championnats du monde et ancien champion d'Europe. Il y a eu quelques petits résultats par-ci par-là. Le problème peut-être, c'est sur le nombre, on va dire, de grands coureurs. Il y a encore une vingtaine, 15-20 ans, l'Italie était, pas loin du sommet dans le cyclisme mondial. Aujourd'hui, il y a même plus une seule équipe World Tour italienne. Alors ça date de quelques années et mine de rien, ça se ressent. C'est un vrai problème, hein. Même si en tant que nation, l'Italie n'a pas bougé du top 3 en termes de nombre de coureurs engagés dans les équipes World Tour, mais il n'y a plus d'équipe World Tour italienne. Du coup, on n'a pas vraiment non plus d'équipe de développement, italienne, même s'il y a beaucoup d'équipes continentales et tout n'est pas tout noir, sans parler de renouveau. C'est vrai qu'il y a des petites raisons d'espérer. On l'a vu notamment l'année dernière, je sais c'est pas une surprise, hein, tout le monde les a vus, Pellizzari et Piganzoli qui ont fait 2 et 3 du Tour de l'Avenir, derrière Del Toro qui est en train d'exploser en ce début de saison. Il y a pas que ces 2 là, on peut noter Bussato aussi qui a commencé Mmh. à éclore l'année dernière, on l'a bien vu, plutôt typé, classique, ardennais. De Pretto qui me fait vraiment plaisir en ce début de saison, hein, qui est un des rares à être venu d'une Conti, non affiliée à une équipe World Tour. Il a pas encore gagné, enfin, c'est pas Del Toro quoi, je modère les attentes, hein. Je suis pas en train de dire: «Voici les meilleurs du monde», non. Mais de là où part l'Italie, c'est quand même de bonnes bases sur lesquelles partir. Je vais aussi citer Zana qui n'est pas un tout jeune, mais qui a quand même que 24 ans. L'année dernière, il a vraiment fait un gros saut de qualité, hein. Son Giro a été vraiment énorme. Travailler pour Dunbar, aller gagner son étape à la pédale, partir en échappée, se laisser décrocher et retravailler pour Dunbar, c'était vraiment du très haut niveau et j'espère qu'il va pouvoir s'appuyer là-dessus cette année pour continuer à grandir parce que, malheureusement, tout le monde n'est pas Pogačar, n'est pas Evenepoel et n'est pas un crack ultime
dès ses 19 ans. C'est aussi un petit peu un avis une vision qu'on a qui est très biaisée, je trouve, depuis quelques années avec l'éclosion de ces petits cracks, que ce soit chez Quickstep, UAE ou Jumbo. C'est qu'on a l'impression qu'à 22 ans, si le mec est pas au top du top, bah, sa carrière, il est déjà en retard. Ouais, Mais justement, c'est qu'ici, il y a quand même quelques chouettes noms, quelques belles raisons d'espérer. Tu l'as dit, un des éléments qui fait qu'on est seulement en train de vivre un renouveau qui a eu cette sorte de creux, c'est l'absence d'équipe World Tour. On se rappelle quand même qu'il y a 20 ans d'ici, il y avait la Mapei, il y avait la Saeco, il y avait la Liquigas, il la y avait face la à Bortolo Carrera qui était encore là avant, la aussi. Fassa Bortolo, Mmh. effectivement. Euh, comment est-ce qu'on explique ce déclin? Alors, non pas du cyclisme italien, mais des équipes italiennes. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était Bettini ou Cassani qui essayait un petit peu d'expliquer le pourquoi du déclin, du cyclisme italien par rapport donc au début des années 2000 et années 90. Du coup, les structures, il y a pas de World Tour. Pourquoi il y a pas de World Tour? Parce que les entreprises italiennes n'investissent plus d'argent dans le vélo. Ça intéresse beaucoup moins. En fait, ça rapporte beaucoup moins d'argent et ce que disait aussi Bettini, c'est qu'à l'époque, quand toutes les structures étaient à peu près à un niveau homogène en termes d'argent et même celles qui mettaient le plus d'argent, on n'était pas non plus sur des, 50 millions d'euros. Enfin, les écarts étaient pas aussi importants. Les entreprises italiennes, comme certainement dans beaucoup d'autres pays, pouvaient se permettre de mettre de l'argent avec des résultats qui allaient suivre, sans forcément remporter les 3 grands tours, ceci, cela, bien sûr. Aujourd'hui, si tu arrives pas avec 25 millions d'euros sur la table, tu fais pas grand-chose. C'est la dure réalité parce que du coup, tu ne peux pas, investir assez dans l'équipement, tu peux pas, donner un assez gros salaire à tes coureurs donc bah, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez la concurrence, qui sont certainement mieux équipés que toi parce que plus riches et en fait, l'engrenage, le cercle vicieux continue comme ça et donc tant qu'une entreprise italienne ne sera pas prête à mettre de l'argent sur la table et vraiment beaucoup d'argent, ça pourra pas évoluer. On voit le retour de Polti. Donc Polti, une équipe, des années 90. C'est un premier signe, j'ai envie d'y voir un premier signe dans lequel les entreprises italiennes, reviendraient un petit peu, sur le devant de la scène avec cette envie de remettre le vélo et le sport au premier plan. Et surtout pour expliquer la vraie disparité entre le cyclisme italien et peut-être le cyclisme belge ou espagnol, ça c'est Cassani qui en parlait, c'est que les jeunes Italiens qui courent dans les contrées italiennes ne font que des courses en circuit autour de leur village. Ils grossissent le trait, hein. Surtout, ils ne font jamais ou très, très peu de courses par étapes. Du coup, quand ils se retrouvent à passer dans une pro team et qu'on les envoie faire des courses de 7-8 jours, les mecs n'ont aucune idée de comment gérer leur effort, de comment leur corps va réagir. Au bout de 2 ans, si tu performes pas, personne va te reprendre. Et les recruteurs des équipes pour le Tour, qui te voient pendant 2 ans en train de galérer, ça se trouve la troisième année, c'est celle où tu vas éclore parce qu'enfin ton corps est prêt. Mais le mec de la World Tour, il fait: «Non mais j'ai pas de temps à perdre. Moi j'ai le gars de 21 ans là, où je sais qu'il performe parce qu'il vient de remporter le Tour de l'Avenir et lui ça fait 3 ans qu'il galère à faire un top 20, un top 30 à la copie Bartali». Donc c'est aussi un problème. Après, je suis pas on va pas non plus se mettre la tête dans un trou. Pour moi, il y a des très bons jeunes qui arrivent, Mmh. notamment chez les juniors, 2 que j'ai à l'œil depuis l'année dernière et donc un qui passe junior 2 et l'autre qui va arriver junior 1, Lorenzo Fin et Magagnotti. Je suis persuadé qu'on va en entendre parler d'ici 3-4 ans, peut-être même un petit peu avant. Et du coup, Enzo, tu disais aussi que les entreprises italiennes n'investissaient plus trop dans le cyclisme, en tout cas, c'était le cas avant. Les cyclistes italiens de la génération un peu creuse, si on peut dire, ils étaient pour la plupart enfants au début des années 2000 et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas eu un désintérêt plus global de la société italienne en règle générale, à cette période-là? Est-ce que ça peut être aussi lié, au drame Pantani, au fait que, il y C'est a une petite possible. réticence à l'idée, de commencer le cyclisme, que les parents ont peut-être moins incité aussi les enfants à faire ce sport dangereux? Sur la dangerosité, c'est possible, mais sur l'affaire Pantani, pour moi, ça a joué énormément. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont une vision biaisée de comment Pantani a été traité, même en Italie et j'ai envie de dire surtout en Italie, après 99. Le sentiment de trahison qu'il y a eu en Italie à ce moment-là, Pantani, c'était persona non grata. Il ne pouvait même plus s'entraîner parce qu'il se faisait insulter. Il y avait des gens Ah oui. qui attendaient devant le portail de la maison de sa mère où il vivait reclus, qui l'insultaient. Il ne pouvait pas sortir de chez lui. Alors après, lui a toujours plaidé, son innocence, a toujours dit que c'était un coup monté. Non, les taux étaient beaucoup trop élevés, il était certainement chargé.
De toute façon, quand tu as dans ta chambre d'hôtel une centrifugeuse pour contrôler toi-même tes taux, bon. Mais c'est pas la question et je lui en veux pas. Je lui en veux pas. L'époque n'était pas la même. L'époque voulait ça. Et voilà. Aujourd'hui, ça ne passerait absolument pas, bien évidemment. Mais non, non, le traumatisme créé par l'affaire Pantani, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte et encore plus à l'étranger, je pense. Oui, mais c'est vrai qu'il faut aussi remettre un peu peut-être dans le contexte plus général du sport en Italie, où effectivement dans les années 90, 90 comme on dit en Belgique, le calcio, le football italien était le grand championnat européen, et puis il y a eu des affaires, pas forcément de dopage, mais plutôt de corruption là-bas, etc. Le sport italien, on a le sentiment, était quand même durement marqué par ces affaires, et que finalement, ici, peut-être que ce ne sont plus, effectivement, comme Alexis le pointait, des jeunes qui ont commencé le sport à cette période-là. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir des générations qui n'ont jamais connu ça et qui finalement repartent d'une feuille blanche. Et c'est peut-être maintenant que tu as cité deux petits jeunes chez les juniors, c'est peut-être maintenant qu'on va vraiment finalement assister à l'éclosion de cette nouvelle génération de cyclistes italiens. Mais de toute façon, comme dans tous les pays, tout le monde a de très bons coureurs. Le problème, c'est comment tu accompagnes tes bons coureurs et le vrai problème en Italie, c'est que les jeunes sont très mal accompagnés et ça, tous les tous les anciens cyclistes qui sont encore dans le milieu le disent, que ce soit Bettini, que ce soit Cassani, c'est le problème de l'accompagnement des juniors. Ouais, moi j'espère en tout cas que, hein, qu'ils vont rebondir, hein, les cyclistes italiens, parce que c'est mon côté un peu je vieillis en fait, c'est mon côté Mmh. nostalgique. Mais oui, mais pour moi le vélo c'était alors désolé à toutes les autres nations, c'était d'abord et avant tout la Belgique et l'Italie. Ça a été les 2 nations qui ont marqué, ma jeunesse. Moi les Bettini, les Bartoli, alors, on avait Simoni Savoldelli, Garzelli, enfin tous sur le Giro. Super Mario. Super Mario, enfin oui, on en a eu, mais tellement, tellement. Qui était là pour Ouais. embêter les Belges, hein. On a eu Pozzato qui a embêté les Belges, enfin, voilà, c'était les 2 nations pour moi qui marquaient le cyclisme. Ouais, mais tu vois, l'Italie n'avait pas forcément tous les meilleurs coureurs, mais dans chaque domaine, que ce soit classique avec Bettini, sprint avec, Cipollini, puis, juste après Petacchi, à la grimpette, tu avais Pantani, tu avais du Simeoni. Tu avais vraiment des mecs qui étaient là et qui étaient dans ce qui se faisait de tout meilleur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un aspect du vélo sur route où un Italien n'était pas en mesure de remporter quelque chose. Est-ce qu'un Italien est en mesure aujourd'hui de remporter un monument? Je pense pas. Peut-être En pas. mesure de remporter Peut-être un, peut-être un. de remporter un grand tour, encore moins. À part un Danois, 2 Belges et 2 Slovènes, est-ce que quelqu'un peut remporter un grand tour actuellement? C'est très compliqué. Voilà. Lenny Heu Martinez. Pardon, ça m'a échappé. Ouais, on verra. Après, comme mine de rien, c'était un très bon rouleur. Bon, bref, c'est pas la C'est pas le c'est débat, pas le mais oui, sujet. voilà, ouais. Mais voilà et aujourd'hui, non, je vais aller Ghana en chrono et sur les classiques, flandriennes, on a vu notamment Paris-Roubaix où il était capable de se défendre un peu. Mais en dehors de ça, l'Italie n'est plus une nation qui pèse. Oui, c'est vrai que, c'est ce qu'on dit depuis c'est ce qu'on en parle, il y a une période creuse, il y a quand même du renouveau, mais tu l'as dit, il y a quand même une superstar italienne, c'est Filippo Ganna, qui fait partie, de vraiment de ces visages et de ces noms du peloton. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, son programme cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Déjà, son début de saison, on n'en attendait pas grand-chose, parce que bon, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais pendant presque 6 semaines, il n'a pas pu s'entraîner, juste avant la Mmh reprise mh. à cause d'un problème physique. Donc on l'a vu, hein, en Algarve, très, très en retard sur sa forme. Moi, le dernier test, qui pourra nous mettre sur la voie, c'est, le contre-la-montre de Tirreno. L'année dernière, il avait écrasé le contre-la-montre. Et alors effectivement, il y avait pas Evenepoel, Van Aert l'a fait en claquette, mais c'est pas tant l'adversité qu'il y avait en face que le temps qu'il a fait. Mmh. Il a vraiment fait un énorme chrono. Donc cette année, je vais voir. Le parcours est légèrement plus technique, tu as 2-3 virages en plus, donc normalement ça devrait aller un petit peu moins vite. Mais si même s'il le gagne, mais que son temps est pas foufou, j'en attendrai rien jusqu'au Giro. Mais moi, j'allais dire, je suis quand même un petit peu déçu parce que on parle de cyclistes italiens qui peuvent peut-être gagner un monument et peut-être Ghana et pas un mot sur, Giulio Ciccone qui pourrait gagner à Liège-Bastogne-Liège. Je trouve que c'est quand même moyen de la part d'un très grand fan du Non. garçon. Bon après, évidemment, il a les problèmes Oui, qu'on non, sait, mais pas de bol évidemment. son Liège de l'année dernière était vraiment très, très bon. Mmh. De mémoire, ça bascule avec Evenepoel et Pidcock et
quelques secondes derrière, il y en a un groupe de 2 qui sort avec Skelmose et Ciccone. Le problème, c'est que ça faisait un petit peu loin, les 2 étaient cuits, ils ont été obligés d'attendre derrière. À la pédale, il a probablement un top 5 de Liège dans les jambes. J'aime plus que tout Giulio. Je pense pas qu'il ait la gagne de Liège dans les jambes. Alors, je sors un petit peu de mon compte et de la ligne De la ligne éditoriale éditoriale. de mon compte, et je vais être honnête. Je pense par contre sincèrement, je pense qu'un top 5 oui. Je pense qu'un top 5 il l'a dans les jambes. Et sur un Tour de Lombardie 2024 qui arrivera, dans la foulée des JO, des mondiaux où finalement on va avoir des Pogačar, des Evenepoel, des Roglic qui vont aller se disputer la gagne sur ces courses-là. Est-ce qu'un Ciccone qui délaisserait peut-être ces courses-là au profit d'une préparation axée sur le Tour de Lombardie, est-ce qu'il ne peut pas aller Son meilleur la chercher? résultat en monument, largement. Ouais, ouais. mais alors, oui, mais le problème c'est que, en début de saison, il a dit: «J'aime beaucoup le parcours des championnats du monde et je Ah. vais axer ma fin de saison dessus». Ah bah voilà. Du coup, c'est top, hein, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner s'il est à 100. Bah, oui, ceci dit, le parcours des Mais mondiaux lui vont assez bien. ah mais bien évidemment. En fait, le problème, c'est pas de savoir est-ce que le parcours lui convient, c'est il convient à tellement de Ouais. super favoris. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tant mieux, s'il peut accrocher un top 5 en mondiaux, je serais déjà très content. Je me fais pas d'illusions, on n'aura pas d'Italien champion du monde avant un petit moment, tu vois? À moins qu'un sprinter explose et qu'on puisse aller, gratter un maillot de champion du monde à je sais plus si c'est à Dubaï ou Abu Dhabi dans 3-4 ans. Ouais, il y a des bons sprinters, il y a des bons coureurs. Le problème, c'est que, est-ce que tu es dans les meilleurs? Pour l'instant, c'est pas le cas. Et sur un Giro? Si je dois citer un Italien le plus à même, dans un futur proche, de remporter un grand tour, je dis pas que ça va arriver, mais si je devais en choisir un qui serait le plus proche, Tiberi. Ah oui, Ah. OK, Ouais, intéressant. pour moi, c'est Tiberi. Et je pense que cette année, c'est l'année où il explose. OK. Je dis pas qu'il va gagner énormément, mais je pense vraiment que cette année, il va passer un vrai cap. J'ai découvert en début de saison, on le savait déjà certainement, mais moi je le suivais pas, j'ai découvert qu'il roulait bien en tout cas. Ah si, ah non, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il grimpe bien et que c'est un très bon rouleur. Mais oui, pour moi, c'est celui qui est le plus proche, qui a le plus de potentiel pour s'approcher d'une victoire en grand tour côté italien. Zana, c'est très bien et d'ailleurs cette année, j'attends de voir parce que le début de saison de Dunbar est quand même marqué par les chutes et les blessures et vu que la préparation de Dunbar a pas l'air d'être excellente pour approcher le Giro, je serais pas étonné qu'on demande à Zana d'être un vrai heu, second leader et un top 10 sur ce Giro, oui, oui, moi je pense Ouais. qu'il a largement les capacités de l'atteindre. Et tu parlais de sprinter il y a peu, hein, tu disais pour peu qu'un sprinter explose, il y a quand On n'en même est pas Jonathan loin, Milan. ouais. Ouais, il est peut-être pas encore J'a top j'attends de voir. mondial, mais ouais, J'attends de voir face au top mondial. Alors moi, ce qui bien me plaît sûr, ouais. beaucoup, c'est le fait qu'il soit chez Trek. Parce que chez Trek, à la différence de chez Bahreïn, il va être accompagné. Parce que le problème de Milan, c'était pas tant sa pointe de vitesse ou sa puissance, c'était le fait qu'il était infoutu de se placer correctement. Quand tu regardes son Giro l'année dernière, il gagne une étape et je crois qu'il fait 4 fois deuxième. Les 4 fois où il fait deuxième, il lance dans la 20e position, la gueule dans le vent. S'il est bien placé, je te jure qu'il en gagne 4 voire 5. Ce qui est dommage, c'est qu'il est tombé malade, sur l'Omloop. Du coup, son début de saison, bah, ça va enfin, son début de saison après, le Tour de la Communauté de Valence où il a été très, très fort. Alors niveau sprint, ça sert à rien de se pencher trop là-dessus parce qu'il y avait absolument personne en face. Mais, moi, là où il m'a étonné, c'est dans les ascensions. Il était toujours là, toujours, toujours et la seule fois où il pète, c'est parce qu'il a 2 crevaisons dans une ascension et donc, bah, à un moment, tu peux pas rentrer quand tu t'appelles Milan. Mais il était toujours bien placé, donc il grimpe super bien. Moi, c'est un mec que je vois remporter Milan-San Remo dans un futur proche aussi. Ouais, moi je voudrais, on demande beaucoup l'avis à Enzo, mais j'aimerais bien vous demander votre avis à vous, Romain et Alexis, parce que là on parle d'un gars qui est un sprinter. Tu viens de parler de Milan-San Remo, mais on en parle généralement aussi sur, les pavés. Ben voilà, il y a eu l'Omloop. Bon, il est tombé malade, dommage parce que sur l'Omloop, moi j'y croyais pas trop, il y avait tout un débat, mais en tout cas sur Kurn, inévitablement ça allait être un de mes favoris. Moi j'aurais bien votre avis, à tous les 3 finalement. Est-ce que ce Milan-là, on peut un jour l'espérer vraiment tout bon sur les classiques pavés? Les Sur, difficiles, parce que sur Kurun Roubaix, moi. finalement, OK, tu vas sur Roubaix, mais tu Plus n'irais pas sur sur, Roubaix, ouais, trop dur non. s'il y a des monts, Ouais. pas Newsblad, pas Un gars d'un mètre encore moins 93, de 3 quoi. peut-être un Gant Wevelgem, par exemple. Oh, pourquoi Mmh. pas, Oui. Romain? mais pas.
Enfin, Ron. Non, je partage l'avis d'Alexis. Je crois qu'effectivement, sur des monts pavés à répétition, c'est costaud. Et en tout cas, il n'a pas la stature physique pour faire, enfin, pour être parmi les meilleurs sur ce genre de circuit. Par contre, effectivement, sur un grand Evel Game, sur un Kuurne-Bruxelles-Kuurne, quand c'est plus lissé, quand il y a un peu de plus de plat, je veux dire, sur le finish. C'est clair que c'est quelqu'un qu'on va devoir suivre. Mais voilà, on en a beaucoup parlé. Je sais que son coach, je pense, il y a 2 ans, il y avait une grande interview dans je ne sais plus quel magazine qui disait, voilà, c'est clairement quelqu'un qui peut gagner Milan-San Remo et Paris-Roubaix. On verra. On attendra de voir ses premiers résultats finalement sur des pavés. Mais c'est clair que c'est un des cyclistes italiens qu'on va suivre particulièrement et qui devrait, j'imagine, effectivement porter haut les couleurs de son pays dans les prochaines saisons. Il y en a d'autres, évidemment. Alexis, peut-être tu voulais évoquer 2, 3 noms. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont fait des transferts intéressants. Là, je vais peut-être Ouais. laisser Damien parler de ça, mais avant ça, moi, il y en a un dont j'ai envie d'avoir ton avis. Enzo, en l'absence de Pogacar sur les Flandriennes, qu'est-ce que tu attends de Baroncini cette année? Un peu plus que ce qu'il a montré sur les 2 premières, je t'avoue, déjà. Ouais. Non, honnêtement, je m'attendais, surtout sur l'Omloop, j'espérais pas un top 10 non plus, mais j'attendais de voir ce que ça allait donner. Parce que cet hiver, il a fait pas mal de repérages sur Paris-Roubaix et je crois sur le parcours du Tour des Flandres avec Ouais. Wellens et Politt. Il disait qu'il se sentait plutôt bien, qu'il savait maintenant quel type de roue ils allaient mettre, la pression, ceci, cela, quel type de vélo, blablabla. Et il disait qu'il se sentait plutôt pas mal. Résultat des courses, début de saison, c'est quand même très, très timide et moi, c'était vraiment dès l'Omloop où j'attendais un petit peu de voir ce que ça allait donner et il a pas terminé. Alors, est-ce qu'il a eu un problème? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Le lendemain, il fait 31 de Kuurne. Bon, de toute façon, la course était décidée assez tôt donc OK. Mais j'ai pas eu les réponses que j'aurais aimé avoir, ce qui est un peu dommage. Et alors, il y a quand même un gars dont on n'a pas encore parlé, et ça, j'aimerais vraiment qu'on en parle. On a parlé d'Idle Trek, il y a Badgioli. Badgioli qui a tardé à confirmer chez Lefebvre, qui confirme enfin en fin de saison, et puis qui part chez Lidl. Voilà encore un, alors il ne sera pas du tout favori pour un Liège-Bastogne-Liège, mais on parlait d'un Italien qui peut gagner un monument. Voilà peut-être un gars, il faudrait des circonstances favorables, Ouais, hein. mais voilà, regarde un monument, c'est quoi, c'est deuxième qui fait de la Lombardie? 2e de Ouais, Lombardie. Mais ouais, mais deuxième. Voilà. c'est très bien. Le problème, c'est que, comme pour beaucoup de mecs, tu auras toujours au moins un gars plus fort que toi. Ouais, 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 ouais. Moi, je dis: «Oui, il peut faire des belles places sur les monuments». Il y a pas de problème. Des Italiens peuvent faire de très belles performances sur un monument. Mais si tu parles de gagner un monument, aujourd'hui, sauf circonstances particulières, un Italien n'est pas en mesure de remporter un monument, comme un Français n'est pas en mesure de remporter un monument. Donc non, oui, oui, il peut performer et voir, Badgioli chez Trek, moi j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup la psychologie chez Trek. Je trouve vraiment que c'est une équipe. Si une course en particulier convient à un de leurs coureurs, tout le monde se met derrière. En fait, tout le monde va se mettre derrière un objectif commun et Ouais. c'est ça que j'aime beaucoup chez Trek. C'est que Ouais. si ça convient à tel mec, OK les gars, on défie pas de la trajectoire, c'est tout le monde derrière lui et basta. Et c'est ça en fait qui me plaît, beaucoup dans cette équipe et la mentalité qu'elle a. Et c'est vrai que du coup maintenant il y a un gros contingent italien qui est arrivé, notamment avec, les arrivées de Consoni, Ouais. Milan et Badgioli et surtout ce qu'il faut voir c'est que Consoni il arrive parce qu'il y a Milan, hein. Consoni et Milan ils se connaissent très bien, ils font partie de l'équipe de poursuite par équipe, sur piste. Donc en tant que lanceurs, les mecs, ils sont habitués à se renifler les fesses, j'ai envie de dire, à courir l'un derrière l'autre sur une piste pendant 4 kilomètres. On peut peut-être passer au Stradé. Je ne sais pas si Ouais, vous avez top. Oui. encore des questions sur le cyclisme Mais italien. non, c'est vrai J'espère que ça va pas saouler vos auditeurs par parce que moi tu peux me lancer là-dessus sur des heures et des heures, il y a pas de problème, hein. Écoute, non, on mais a Je pris me le je me risque parle et tout si seul souvent. c'est l'épisode qui ne marche le moins, ben, on t'invitera plus. On Qu'est-ce que s'en tu veux rapportera. Bon, ou alors vous m'inviterez, mais vous me donnerez pas la parole. Ouais. Non, mais l'Estradé, toi qui es grand spécialiste, et je veux pas te faire rougir, mais là, pour le coup, vraiment, tes previews, il y a beaucoup de monde qui les lit. Tu peux peut-être nous expliquer en vitesse la petite modification, enfin la petite, non, Ouais, Mhm. en les vitesse, 30 la kilomètres. modification de programme, oui, parce que la petite, Ouais. non. Donc oui, du coup, la grosse information concernant les Strade Bianche de cette année, c'est que la course va, passer les 200 kilomètres.
et arriver même à 215 km. Modification de cette année, les 30 nouveaux kilomètres. L'année dernière, il y avait 11 secteurs de chemins gravillonneux, hein, de ces Les fameuses routes Strade blanches. Bianche, exactement. Cette année, on va en avoir 15. Donc, sur les 30 kilomètres qui sont rajoutés, c'est pas juste 30 kilomètres pour faire joli, c'est vraiment 4 nouveaux secteurs, ce qui porte le total de routes blanches à 71 kilomètres sur les 215 que comporte la course, soit un tiers de la course. Donc on est vraiment déjà sur une course qui était difficile, mais qui là va être rendue quasiment impossible à gagner pour un second couteau, j'ai envie de dire. Une fois qu'on arrivera dans le 11e secteur, celui d'Etolfe, au lieu de partir sur la gauche en direction de Sienne, les coureurs vont continuer sur la droite et là entamer la nouvelle boucle. Donc ce nouveau circuit qui fait à peu près 31 kilomètres va comporter 4 nouveaux secteurs, dont 2 nouveaux. Les 2 nouveaux sont vraiment pas très compliqués, et surtout, en fait, ça va être une alternance de chemins blancs et de routes asphaltées, mais pas en très bon état. Ça va pas trop monter, ça va pas trop descendre. On va pas être sur des secteurs clés. Il va y avoir aussi une bosse, sur ce circuit qui là, par contre, sera asphaltée, hein, donc une bosse tout à fait normale, de 2 kilomètres à un peu plus de 5 de moyenne, dont le sommet sera situé à moins de 35 kilomètres de l'arrivée. Une petite rampe de lancement potentielle, pour les coureurs. Une fois qu'on aura fait une partie de cette boucle, on va revenir sur la fin du parcours initial et refaire le secteur du Colle Pinzuto, qui est un secteur assez difficile de 2,4 kilomètres, avec des portions à près de 15 de moyenne et enfin revenir sur le secteur d'Etolfe qui lui est long d'1 kilomètre. C'est une sorte de cuve en fait, il commence par une descente et après il remonte directement sur les derniers hectomètres avec un pourcentage, qui touche les 15 vers le sommet. Là, au sommet d'Etolfe, on sera à moins de 15 kilomètres de l'arrivée et le final, à partir de ce moment-là, sera exactement le même que celui des années précédentes. Oui, c'est vrai que pour résumer tout ça finalement, hein, on a dit un tiers de la course sur les routes blanches, 400 mètres je pense, hein, de D+ supplémentaires. J'ai un peu regardé, on sera, autour des 3600. Donc 3000 3600, presque on 3007, ouais. voilà, on se trouve quelque part entre l'Amstel, hein, où on tourne autour des 3002 et Liège, où on est autour des 4000-4002. Donc on a une course qui, propose un D+ assez conséquent, mais qui propose également les routes blanches, hein, 70 kilomètres, c'est pas rien. Alors les routes blanches, c'est pas des pavés non plus, je sais, mais, à titre de comparaison, sur Roubaix, on est à 50 km, 55 km, je pense, de pavés sur, une course qui en fait 250 au total. Donc voilà, on voit un petit peu les proportions de surface, on va dire ça comme ça. On va certainement avoir ici une route très dure avec un parcours, on va pas relancer le débat ici, mais un parcours digne d'un monument. Mhm. Et ce parcours a comme conséquence peut-être, ces modifications, je veux dire, de parcours, d'autres hommes, ou si pas d'autres hommes, parce que bah, si on prend Pidcock et Pogacar, c'est des mecs qui savent grimper, mais peut-être que ça peut éliminer certains hommes des prétendants. C'est une question que Tip nous a même adressée personnellement dans le dernier épisode du Coup Tordu. Il voulait un peu notre avis là-dessus. Lui part sur plutôt un profil grimpeur. Euh, D'ailleurs, tant que je parle de Tip, si vous voulez vraiment tous les détails sur le nouveau parcours, il a fait un article pour Vélofuté, donc vous pouvez aller sur le site de Vélofuté. Et Vélofuté, par contre, dans ses principaux outsiders, donc il y a Pogacar en favori, il y a 2 outsiders, mettent Christophe Laporte. Donc c'est un Ah peu oui. contradictoire entre. Donc il y a 2 sons de cloche ici, hein, Vélofuté qui peut mettre Laporte et Type qui parle plus de grimpeur. Bah, votre avis à vous? Je donnerai le mien aussi, mais Alexis par exemple, qu'est-ce que tu penses Ah, écoute, moi, de comme ça? j'avais dit, sur papier, ce parcours, d'autant plus cette année, ne peut pas échapper à Pogacar. Mais, par exemple, quand je vois dans les noms, un Ben Illy serait idéal pour ce parcours, d'autant plus cette année. Heu, sur une course usante, voilà. Madouas, ça peut lui aller complètement et encore plus cette année aussi. Donc moi, je serais plus dans ce profil-là de coureur très résistant, mais pas forcément des coureurs un Laporte, je le mettrais pas forcément. Je vais plus mettre un Kuss qu'un Laporte, par exemple. Donc c'est un peu hybride.
Va y avoir des grimpeurs, mais va y avoir des classicman très résistants. Voilà, qui vont plus briller sur des courses un peu plus dures que celles où la porte va briller, par exemple. C'est un peu une catégorie hybride de coureurs qui vont pouvoir y briller pour moi. Ouais, je te rejoins assez. Je mettrais pas Madouas cette année, vu son début de saison où il a pas l'air en grande Oui, forme, mais sur c'est le sur ce profil, je suis papier. d'accord avec toi. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Romain, tu dirais? Et effectivement, quand Pogacar prend le départ d'une course en tout cas d'un jour, c'est pour la gagner. Et c'est sa première course. Contrairement aux années précédentes, on ne l'a pas du tout vu se tester ailleurs avant. Donc il faut voir. Certains évoquent peut-être un Wellens, hein, qui est en Mm. bonne forme, qui n'a pas gagné pour la première fois depuis des années au mois de février. Donc ce serait une belle opportunité aussi. Dans une équipe où on a aussi un Del Toro, on l'a évoqué ici en début d'émission, qui ne vient pas de nulle part non plus, hein, champion VTT, champion mountain bike. Et finalement, voilà, ce sera un peu comme Visma est traditionnellement l'équipe à battre sur les Flandriennes. Ben, ici, UAE sera l'équipe à battre. Et voilà, à partir de là, il y a beaucoup de prétendants. Mais de nouveau, un Pogacar qui, je vais dire même à 85-90% de ses capacités, doit gagner cette édition, en tous les cas d'Estrade. Il y a quand même un autre coureur auquel je serais particulièrement attentif parce qu'on l'a déjà vu en bonne forme. On sait qu'il aime ce genre de parcours, c'est Matej Mohoric. Tout à fait, oui. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, il s'est déjà illustré sur du gravel aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui, je pense, Champion une du monde au course, gravel. Ouais, champion bien du monde. sûr, Ouais, ouais. bien sûr. Donc, une course aussi difficile, qui grimpe, mais où c'est pas d'école non plus. C'est plus dans l'explosivité. Pour moi, c'est l'adversaire numéro un de UAE et donc, a priori, de Pogacar. Ok. Enzo, Romain parle ici du bloc UAE. Quand Pogacar est là, généralement, c'est tout pour le Oui, Slovène. Toi, tu crois que ça peut prendre un coup d'avance, Del Toro? non, non, Non? non, non, Ok. non, non. Regarde exemple typique aujourd'hui sur le Lightway. Si ils veulent gagner la course, ça doit faire All-in Ayuso et je pense Mhm. que Ayuso gagne. Honnêtement, il gagne. En jouant tactique, ils ont envoyé Christian à l'avant, qui était très fort, hein, attention, pas de problème. Mais du coup, en fait, ils se sont fait perdre la course. Alors, c'est facile à le dire après coup, hein, une fois qu'on a vu le résultat, bien évidemment. Et si Christian avait gagné, on aurait dit ah bah c'était un super coup. Mais la preuve en est, ils se sont loupés. Sauf que quand Mhm. Pogacar est là, soit Pogacar n'est pas assez bon pour gagner et de toute façon UAE ne gagnera pas, mais c'est quand même très très rare que ça joue autre chose que Pogacar. C'est arrivé une fois en 2021 sur le Tour du Pays Basque, quand McNulty avait Ouais. récupéré le maillot de leader la veille de l'arrivée, et on avait dit à Pogacar, bah, tu vas rouler pour lui. Du coup, ce qui s'était passé, c'est que Roglic était parti avec Godu et Carty et quelques autres. Mhm. Bah, McNulty peut pas suivre, Pogacar doit attendre, et au final, bah, le trou s'est jamais comblé. Et depuis ce jour-là, je pense que le père Mhm. Tadej, il a dit, c'est Ouais, fini, si je Ouais. suis là, je gagne. je pense Enfin, qu'il fait soit pas je de gagne, cadeaux. mais on court pour moi. Voilà, on Ouais. court pour moi. Et Ouais, il y C'est a. pas du Ouais. genre à faire des cadeaux, je pense, voilà, non, non, Pogacar. non, non, je pense pas non plus. Donc oui, non, je pense qu'il va éparpiller les gens sur ce parcours, surtout avec les 500 mètres de dénivelé en plus par rapport aux éditions précédentes. L'édition qui gagne avec son solo de 50 bornes, le solo de Pidcock est super, hein, mais si derrière ça s'entend, jamais Pidcock gagne. Si Benoît et Walter ont un semblant de cerveau, jamais Pidcock gagne. Si Alors Costa prend que un relais. aussi, non, Ouais. Non, honnêtement, mais je pense vraiment, pour moi, c'est vraiment les Jumbo qui ont chié l'année dernière, Ouais, mais bien bien sûr, sûr, je ne sais pas si vous bien avez sûr. regardé, on peut peut-être citer, on l'a déjà cité, je pense, comme Pionissimo qui fait des super chouettes épisodes sur YouTube. Il a remis l'analyse de la course l'année passée, mais bien sûr que c'est n'importe quoi. Ça revient à 7 secondes à un moment donné, 7 les secondes répétitions. au On est sommet du sûr qu'il va Tolfé. être repris. Oui, Oui, bien sûr. au sommet du Mm. Tolfé, il y a que 7 secondes et derrière, il en reprend 10. Mais comment c'est possible? Alors, il a été très fort, hein, à aucun moment il s'est écroulé. Oui, oui. Mais c'est juste que derrière, ça fait n'importe quoi. Mais quand tu Mhm. regardes l'année d'avant, le solo de Pogacar, il a un demi-peloton entier aux trousses. C'est-à-dire, il y a 50 mecs qui sont en train de se relayer pour rentrer sur lui. Il a le vent de face, ils lui reprennent absolument rien. Mhm. Rien, rien, rien. Comment veux-tu qu'un mec comme ça ne gagne pas demain? Alors, à moins qu'il soit vraiment très, très hors de forme, je pense pas, hein, c'est quand même,
En général, sa période hors de forme, c'est juste après le Tour de France sur Ouais. la Classica. Mais sinon, on ne voit jamais Pogacar hors de forme. Jamais. Non. Donc, oui, pour moi, il doit gagner. Il doit même gagner assez facilement. Derrière, par contre, ça peut être très ouvert et ça va être assez intéressant. Ouais, il y a beaucoup de noms. Vous avez cité à juste titre Wellens et Mohoric. Tu rajoutes dans le lot, tu rajoutes du Valter, tu rajoutes du Simons. Il y a des mecs qui peuvent faire des beaux résultats. Moi, cette année, je pense qu'un Zana, il tape le top 10. Je pense qu'il a clairement les capacités de le faire, surtout avec ce dénivelé supplémentaire qui devrait convenir au type de coureur qu'il est. Mais pour la victoire, non, je pense que, sauf catastrophe, faut pas se leurrer. Pogacar pas très très grand favori samedi. Ouais, ouais. Peut-être un autre coureur italien qui sera à suivre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vois que Damien sourit, il a peut-être pensé au même nom. C'est aussi un transfert de cette année. Il emmènera la Movistar. C'est Davide Formolo qui a déjà, alors pas gagné, mais en tout cas fait quelques beaux accessites, tant sur l'Estradé finalement que sur le Tour de Lombardie. Donc on voit que c'est quelqu'un qui sait grimper, mais qui sait aussi avaler les kilomètres sur les routes blanches. Est-ce que Formolo, c'est pas l'Italien qui sera avec donc Zana à suivre sur cette édition d'Estradé? Je pense pas. Non. Honnêtement, je sais pas. J'avais cette Je question en fait, si tu devais donner, et je vous propose qu'on fasse tous le jeu, si je dois citer l'Italien qui sera le mieux classé, Zana. Romain Formolo alors, Ah bah a priori, moi je partais sur Formolo. Ouais, ouais, ouais. Alexis, Badge- Badgely, on a un peu frisé ou c'est chez moi, je sais pas, mais Ah on oui, dit je dis Badgely. Badgely. Ok. J'avais envie de dire Vendrame aussi, mais bon. Mais moi j'hésitais entre Formolo et Badgely, mais ma première idée c'était Formolo aussi quand même, donc je vais rester sur Formolo et puis je surveillerai mon nouveau chouchou Velasco depuis que j'ai fait mes recherches sur lui pour ma série coureur Nanfare. Je jetterai un œil, mais c'est Bah, certainement quand même trop dur, trop long, non, pour Velasco, je pense, Enzo. je pense qu'il y a un peu trop de dénivelé. Ouais, je pense aussi. Mais Badgioli, il sort pas dans la roue de Pidcock l'année dernière. Non, c'est Bettiol qui est avec lui. Mm. Non, c'est Bettiol qui Ah, sort avant que Pidcock parte tout seul dans ton coureur préféré, dans la descente. ça me fait plaisir que personne n'ait dit Bettiol. Écoute, tu peux pas savoir à quel point. Mais moi Bettiol, je l'attends que sur les championnats du monde. Tu sais quand même D'accord. qu'à 100%, physiquement, c'est le 5e meilleur coureur. Donc je suis désolé, mais sur un jour, il peut totalement, sur un malentendu, être champion du monde. Ils sont plusieurs à être 5e meilleur coureur physiquement au monde. Oui. Non, il y a que lui. En fait, Écoute, on ne va pas se lancer ce débat, mais moi je ne mets ni Bettiol ni celui dont on tait le nom. celui dont on tait le nom. Oui, ni Madouas donc, dont Ah, on peut dire le nom. pardon. Mais non, je croyais que c'était encore un coureur italien. Je me attends, mais qui c'est qu'on n'a pas le droit de prononcer? Je comprends plus. Ouais, non. Mais on Ouais, peut moi, le je pense prononcer que Zana. Madouas, voilà, peu Oui, importe. non, C'est pour plaisanter c'est un bon petit peu, hein. enfant, voilà, on Bien sûr. s'amuse. Et non, mais en gros, pour expliquer un peu mon Zana, l'année dernière, il était dans le groupe Van Der Poel. Donc tout le monde décide d'attaquer Van Der Poel qui faisait un peu figure d'épouvantail, alors qu'au final, on se rend compte qu'il était pas si en forme que ça, à ce moment-là en tout cas. Hein. En fait, Zana, pour moi, c'est pas un problème de jambes, c'est un problème stratégique où il a choisi absolument de rester dans la roue de Van Der Poel. Et quand le coup part avec les Benoît, Valter, Madouas et tout ça, tu vois, tu as un plan de caméra où Van Der Poel se retourne et tu as Zana qui le regarde et qui est en roue libre dans sa roue et tu dis: «Bah, voilà, là, Oui. tu viens juste de perdre toute chance de bien figurer». Et je pense déjà que l'année dernière, il avait un top 10 dans les jambes. Je dis pas qu'il va le gagner, attention, absolument pas ce que je dis, mais pour moi un top 10, il l'a largement dans les jambes. Les amis, je vous propose que pour le prono, par contre, on attende comme d'hab maintenant nos étoiles le matin de la Ouais, course. top. On pourra peut-être ajouter des étoiles d'Enzo, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisqu'il était invité Ouais, pour cette avec émission. plaisir. Enzo, tu nous donneras un peu C'est tes trop étoiles gentil, alors, hein. ça marche. Tu me donneras les règles. Ça va, je te donnerai les règles en J'ai droit off, j'ai droit à en combien d'italiens? coulisses. J'ai droit à combien d'italiens? Oh, tant que tu veux, comme ça on est Que sûr des de faire mieux que Italiens. toi. Vas-y, mets Que 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 des des les Italiens. Italiens, ouais. Je mets que Tu des peux pas Italiens. mettre Alors les Italiens, Pogacar. ils auront 0,5 étoiles alors, c'est ça? Mais sinon, pour conclure un peu cet épisode, moi je vais vous proposer un petit jeu. Parce que Enzo, j'ai regardé le quiz Saderail sur YouTube, où tes amis du coup tordu étaient
présents. Je ne vais pas faire l'offense de donner le résultat et donc je te donne une chance de peut-être faire mieux qu'eux ici face à mes deux amis Romain et Alexis. Ce ne sera pas que du cyclisme italien. Il y aura un peu de C'est cyclisme parfait. italien, donc tu pars avec un petit peu d'avance, mais il n'y aura pas que du cyclisme italien. Ça va être très court. Hein. Vas-y. Seule petite règle du jeu, je vous demande, avant de répondre, de juste me dire votre prénom, parce que sinon je risque peut-être de ne pas savoir qui a répondu en premier. Ça Ça marche. va? Ça marche? Vas-y. Allez, Ça on est marche. parti. La première question, attention, soyez prêts, ça va être une question de rapidité. Je vous demande de terminer correctement cette phrase bien connue. Un jour, on demanda à Enzo? Alexis, Alexis, ouais. bah, vas-y Enzo, t'es l'invité. Non, C'était non, sur le vas-y, non. gong, y aller. Vas-y, non, vas-y, À il t'a Pipo de donné la parole. gagner et Pipo gagna. Magnifique. Un point pour Alexis. Je le note, c'est vrai, il faut que je tienne les comptes. Hein. Écoutez, le niveau de ce jeu va être. Alors, non, mais ça va pas être que des trucs comme ça. On vient de parler des Strade Bianche. Je vais vous demander pour 2 points cette fois-ci, puisque les points, je ne l'ai pas dit, mais on va être crescendo. Pour 2 points, qui a achevé le plus de fois cette course? Alexis, Oui. Benoît. Non, tu peux plus répondre. Donc, je vous Ah ai pas non, dit non j'en plus, mais avais un évidemment, deuxième. une seule proposition par participant. Enzo? Oui, Enzo? Kwiatkowski? Non. Romain? T'as le temps, mais sans prendre tout le Oh, temps pour pas ça. que nos auditeurs s'endorment. Mais Non, non, ça va être un gars auquel personne ne pense, Ouais. un genre Trentin ou quoi, mais non, allez, Alexis, pas pour les points. T'avais un deuxième, après on arrête. Non, mais moi j'allais dire celui qui a gagné le plus, Cancellara, mais Ouais. Non. Bah, figurez-vous que c'est Greg Van Avermaet qui allez. a Ah. terminé 13 fois cette course. Et j'allais vous donner un bonus si Sans la vous aviez gagner. trouvé. On a C'était gagné. combien de fois dans le top 10 sur 13? 10 Pas fois. 8. 8, très bien. 8 fois. Mais c'était pas pour des points, donc malheureusement. Comme par hasard. Comme par hasard, vas-y. En Ouais, plus, j'ai c'est même comme pas ça. triché, rien. Alors que j'aurais pu. T'aurais Bah, pu. Oui, un c'est vrai, vous demi-point, auriez tu tous l'as pu, dit. mais. Allez, je vais te mettre pas un demi-point, je vais te mettre 6 ex-aequo à la fin du jeu. Enzo remporte le jeu. Allez, tu sais quoi? Ça me va, c'est parti. Ça te C'est va? facile. Allez, ça me va. Alors, troisième question, et déjà avant-dernière question. On vient parler de Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet, ben, c'est celui qui avait quand même doublé le Newsblad. Maintenant, on va chercher un coureur. Alors, je vais vous donner des indices et vous avez droit à une proposition à chaque indice que je donne. OK? Et on commence pour 5 points, si vous l'avez, dès le premier indice. Mon premier indice, le coureur qu'on recherche compte 5 podiums sur le Newsblad, dont 4 d'affilée. Là, vous pouvez y aller. Allez-y, tentez votre chance. Alexis, Ouais? Steven. Non. Ah, Alexis, il essaye de m'avoir. Il se dit, ouais, c'est les sentiments, c'est Steven. Ouais, mais on peut encore jouer après Oui, pour bien les sûr, autres. tu peux jouer pour après le Oh, deuxième ben, indice. Alors et là, on est sur un quiz italien, Romain, Ah ouais. Ouais. et je dis Franco Ballerini. Non. Ah. Enzo, tu tentes un truc ou même alors pas? là, j'allais dire Van Avermaet. Non. Pour 4 points, le coureur qu'on recherche a également fait par 3 fois un podium sur Paris-Roubaix. Alexis, Sagan? Alex... Pardon. Bah, bon, je prends le Sagan, mais c'est pas lui. Alexis? Danemark. Non. Romain? Ah, j'ai. Qui a fait podium sur. Donc 5 Mais, podiums sur Newsblad, 3 podiums sur mais on Roubaix. cherche un italien ou même pas? Pas spécialement, non, ce n'est pas que Est-ce que Ah. j'étais l'italien. né? Est-ce que Oh, j'étais je né sais déjà? Est-ce pas. que j'étais né? Un podium sur Roubaix 3 fois. Bon, je sais pas, Servais Knaven, ou il n'a pas dû faire ça 3 fois. Non, c'est joli, belle proposition. Je te donnerais presque un demi-point, mais non. Ah. Pour 3 points, direz-vous que je n'ai pas beaucoup gagné. Je compte 8 victoires professionnelles. Et puisque nous sommes dans le cyclisme italien, parmi mes victoires, il y a 3 grands noms du cyclisme italien qui ont terminé deuxième derrière moi. Une fois Petacchi, une fois Simoni et une fois Bettini. Ok, mais ça c'est trop vieux pour moi. Non. Non. Alexis, Ouais. un que t'aimes bien, Fletcher. Wow, 2 points pour Putain. Alexis. Bien Magnifique. joué.
je terminais donc avec, pour 2 points, j'ai couru notamment pour Vacances Soleil et la Sky. J'allais pas dire la Rimbaud, c'était trop évident. Et puis pour un point, mon nom est une arme blanche surnommée The Pale. Je suis Juan Antonio Flecha, pardon. Oh, Alexis, il est en train d'écraser le quiz là. Ouais, mais tu sais, c'est grâce au premier truc que tu m'as proposé, les monuments temporels, qu'on avait parlé de lui. C'est là, Ouais. et vu que tu me parlais de lui, je me suis renseigné sur sa carrière, et voilà. Magnifique. C'est N'hésitez grâce pas à à ça. aller sur mon site qui est à l'abandon depuis 3 ans plus ou moins, où on avait fait des super monuments intemporels avec Alexis. On pourrait peut-être les C'est ressortir. rigolo. Tiens, on mettra Ouais, le lien quand même en description. C'était sympa à mettre comme c'était truc. chouette, ouais. Ouais. Ok, on arrive à la dernière question. Alors là, il va falloir que je vous partage mon écran parce qu'on fait même Pour un 20 peu de points. visuel. Pas pour 20 20 points. points, mais il y a moyen de gagner pas mal de points. C'est Alors, tout ou rien, là. C'est celui qui répond bien, qui gagne le quiz. ça va être, vous regardez un peu où est-ce que je peux mettre ça? Partager. Les 12 coups de midi, où il faut trouver l'intrus. Moi, je regarde jamais, mais je sais que ça existe. J'imagine, je vois à peu près. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, oh là là, la technologie, Oui. c'est beau. Ah, waouh, ok. Magnifique. Alors, vous allez chacun votre tour me donner un coureur. La question, vous la voyez, hein. On va peut-être faire quand même pour ceux qui écoutent un podcast. Donc la question ici va être qui n'a fait aucun top 3 en monument parmi ces cyclistes Alors là. italiens? Et je vais les citer pour ceux qui écoutent qu'un podcast, qui ne nous regardent pas sur YouTube. Il y a donc dans la liste Ivan Basso, Daniele Benatti, Stefano Garzelli, Gianni Moscon, Daniele Nardello, Luca Paolini, Domenico Pozzovivo, Gilberto Simoni et Stefano Zanini. Alors, non seulement celui qui restera le dernier dans le jeu aura 2 points, mais en plus de ça, quand vous allez me citer quelqu'un qui n'a pas fait qui a fait pardon, un top 3 en monument, puisque le but évidemment est de toujours citer quelqu'un qui a fait un top 3 en monument, vous pouvez gagner un point en me disant: «Et il a fait un top 3 en monument sur tel monument». Je ne vous demande pas l'année, rien du tout évidemment, mais sur telle course. C'est un peu brouillon ou vous avez compris? Oh, Donc non, ça là, va. il faut qu'on dise. Alors, Donc vous, est-ce vous qu'il faut. devez vous devez pas me donner tout de suite la réponse de qui n'a fait aucun top 3 Ok, monument. C'est ok. vrai que la question est pas D'accord. posée. Vous devez justement essayer d'éviter. Il y en a Celui il y en a 2 là-dedans qui n'ont pas fait de top 3 en D'accord. monument. Une Ok. OK. fois, si par exemple Romain se plante, me donne un qui a fait aucun top 3, il est éliminé du jeu, on continue avec Alexis et toi. C'est pour ça qu'il y a 2 mecs qui ont D'accord, fait et on voit Ah qui là, je reste vais en être dernier. nul de C'était chez pas nul, très là. clair, mais là je crois que vous Ça y avez est, j'ai compris. compris. C'est maintenant, j'ai compris. Tout le monde a compris, on est parti. Ouais. Oui. Pour déterminer l'ordre, je vais regarder le classement. Je vais donner la priorité à Alexis puisque c'est lui qui est en tête. Enzo, vu que tu avais juste le petit bonus d'égalité, tu joueras en deuxième et Romain alors en troisième, hein. Et alors la technologie, je vais même prendre un petit marqueur, vous allez voir, je vais colorier à côté, ça va être magnifique. Alexis, Je pourrais me donc, planter dès le début. Je veux dire que Benatti a fait un top 3 en monument. alors attends, je vais regarder parce que je ne connais même pas. Bon Alexis, merci, au revoir, hein, Ah ouais, éliminé. voilà. Ouais, voilà. Je vous On va, facilite la tâche, c'est bon. on va donc faire une partie entre Romain et Enzo. Enzo, tu étais le deuxième sur la liste. Ouais, Si alors tu veux on citer l'autre qui a. n'a pas fait de monument. Non, je pense que le deuxième qui n'en a pas fait, je pense que je l'ai. Ah, Ah bah voilà. Mais du coup, j'essaie de voir. Allez, Gianni Moscon, top 3 sur le Lombardie. exact. Un point pour Enzo. Romain, Ivan Basso a dû faire top 3 sur le Lombardie aussi. exact. Je te donne un point. Il n'avait pas fait top 3 que sur la Lombardie. Mais je te donne quand même un point puisque tu as donné une course. Il avait fait top 3 également dans Liège-Bastogne-Liège. Enzo, Nardello. Nardello, Nardello et je dirais Lombardie aussi? Moi, je dirais Tour exact. des Flandres, non? Nardello, non, deuxième de Lombardie. À toi, Romain. Ça devient déjà chaud, hein. Ah, tu aimes tellement Simoni que ça sent le piège à plein nez. Je vais aller vers celui qui me dit le moins, Stefano Zannini. C'est encore bien le genre de gars qui aurait été faire un top 3 sur un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres au début des années 2000 ou fin des 90, non? Il faut que tu choisisses entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Ah, mais tu vois, comme quoi. C'est bien essayé, mais je te connais un petit Alors, peu. Je savais que tu allais essayer de me piéger. je vais dire Tour des Flandres, allez. Allez, je te donne un point. Enzo, tu as autre chose à rajouter sur Zanini?
Juste pour... Non, non. Il a aussi fait 3e de Milan-San Remo. D'accord, Ah. ok. Non, ça, j'avais pas. Ok. À ton tour, donc, Enzo. À mon tour. Alors, écoute, on parlait de Simoni. Ouais, Simoni, c'est top 3 du Lombardie aussi. Je vais tous les faire, hein, les Lombardie. exactement. Simoni, c'est Ah. 2e de Lombardie. Donc, tu as 3 points. Tu as déjà rejoué Alexis. Et puisque tu as ton petit bonus d'ex-aequo, là, pour l'instant, tu es en tête. Désolé, Alexis. Avec Non, mais plaisir. je pense que je suis quasiment sûr de savoir lequel n'a pas fait de top 3. Mais pour les 2 autres, j'ai un gros doute sur les Sur où les est-ce qu'ils ont courses. fait leur ouais. Ok. À toi, Romain. Je suis joueur. Je vais essayer Garzelli qui aurait fait un top 3 sur Milan-San Remo. Non, tu restes dans le jeu, mais tu ne prends pas de points. Garzelli a fait un top 3 sur Liège-Bastogne-Liège. Tu restes dans En le jeu, quelle c'est année? toujours bien. En Je quelle n'ai pas, année? je n'ai pas noté Oh et je ne vais pas Derrière te faire qui? croire que j'ai réponse à de tête. Enzo, à toi. Alors bon, je suis presque sûr pour, le dernier, je vais dire Paolini qui a fait un top 3 sur un monument et je vais dire, Liège. Alors, Paolini a fait plusieurs top 3. Il a fait D'accord, 3 top 3 en monument, mais pas sur Liège. Donc, tu restes dans le jeu, d'accord, mais bon, pas de points. écoute, Il a fait, pour la petite histoire, 3e de Tour des Flandres et 2 fois 3e de Milan-San Remo. d'accord. À toi, Romain. Ah bah... Bah, du Ah, coup, c'était fini, c'était fini. Il y a du coup, Pozzo Vivo qui n'a pas fait C'était de fini. top 3. Et donc Pozzo Vivo, pour la petite plusieurs top histoire. 5, hein, mais pas de top 3, je crois. Ok, top 5 où? Lombardie? Non. Je sais plus. Du coup, Romain, si c'est pas Bon, Lombardie, Ah, ce sera Liège alors. ce c'est sera Liège, quoi. Liège. 2 fois 5e à Liège, 2 fois 6e en Lombardie, pour la petite histoire. Ah Bon, ben, si. on a éliminé personne, donc on va dire que vous prenez chacun 2 points, ce qui ne va pas arranger Alexis. Et donc, Pas on de a souci. Enzo qui remporte le concours avec 5 points devant Non, Romain 4 et c'est Alexis 3. C'est scandaleux. magnifique. 5, 4, Non, 3. c'est Assez scandaleux. extraordinaire. Non, mais le pauvre, il a pas pu, jouer jusqu'au bout parce il y avait pas assez de noms. Oui, alors pour la petite Non, non. histoire, Benatti, La Alexis. moitié, je connaissais pas, moi. Oui, j'ai regardé, il a fait 5e Ah, de t'as Milan-San regardé Remo. entre-temps. Ouais, Ouais, 5e et ouais, ouais. 6e de Milan-San Remo, effectivement. Bah, c'est ce que je me suis dit, lui, quand j'étais tout petit, c'était dû faire un top 3 à Milan-San Remo, bah voilà, raté. J'ai mis des pièges parce que je me suis dit, Benatti, on va penser à Milan-San Remo. On va se dire, Pozzo, il a peut-être bien fait un top 3 d'une Lombardie. Il fallait pas que ce soit trop Ouais. simple, bien Ouais. évidemment. Et par Non, contre, Pozzo, ouais. pour moi, le piège dans l'autre sens aurait été Moscone. Jamais je l'aurais eu. Pour moi, Moscone, on serait resté focalisé sur sa Sur Roubaix. chute. Ben oui, bien sûr, sur sa chute à Mmh. Roubaix. Je me suis Carrefour dit, de Ouais. l'arbre. Mais du coup, on va se dire, c'est il y a il n'a longtemps, jamais hein. fait de podium. C'était Ouais, pas ben je sais pas. 2016? Aucune idée. J'aurais 2016 jamais qu'il fait imaginé Moscone. le podium? J'aurais C'était, jamais imaginé. non, ça commence à dater, hein. En tout cas, Enzo, Quelques je te années. félicite et tu pourras donc fanfaronner auprès de tes copains du coup tordu et Ah, demander une voilà comment invitation on à gagne. Saderail la fois prochaine. Et moi, je vous encourage à aller voir le quiz de Saderail, c'était très sympa. Je vous dirai pas combien de points j'ai fait parce que c'était un peu la honte, dont notamment une photo d'un UAE que j'ai pas reconnu, c'est scandaleux. Mais je vous encourage à aller faire le petit jeu, c'était super sympa. Ben voilà. En tout cas, merci beaucoup Damien pour cette animation de fin d'épisode, tout en couleur verte, blanche et rouge comme le drapeau italien. Épisode consacré au Stradé et plus généralement au cyclisme italien avec Enzo qu'on a accueilli avec un grand plaisir dans cet épisode du petit plateau. Euh, Comme on l'a dit, on va vous donner évidemment nos prévisions, enfin nos pronostics, pardon, pour les Stradés d'ici quelques heures via Twitter. En tous les cas, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous avoir écoutés comme à chaque fois. On espère que vous serez encore nombreux pour le prochain épisode qui va arriver très 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 vite également puisqu'il y a plein de courses qui vont démarrer ici ce week-end et la semaine à venir. Enzo, un grand merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie, hein. J'ai passé un super moment. De toute façon, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous et on s'organise très bientôt le crossover, coup tordu slash, petit plateau. Ça va Avec être, grand plaisir. ça va être top de pouvoir, tous se réunir. Non, non, voilà, merci beaucoup. J'espère vraiment, ne pas faire fuir vos auditeurs trop vite. J'ai tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup parler donc voilà. Mais merci beaucoup, c'était un plaisir.
Voilà, et c'est vrai que pour ceux qui, par le plus grand des hasards, ne connaissaient pas encore Enzo, on rappelle Analyste Phoenix sur Twitter pour les previews de pratiquement toutes les courses, y compris les petites kermesses italiennes comme le Leguria. Voilà. Alors, je retire tout ce que j'ai dit. Dans la Bon, plus il belle fallait aimer un peu Oh, les pavés italienne, aussi, hein, Enzo, écoute. Voilà. En tous les cas, on se fixe rendez-vous très rapidement avec Alexis et Damien pour parler de plein de courses et notamment de Paris-Nice très bientôt. Allez, à bientôt les amis et surtout, bonne stradée. Ciao, salut.